juste pour… Ouais. Pardon, Pour… excusez-nous, c'est la visio qui s'est lancée, l'enregistrement pour ceux qui ne seraient pas là. Pardon, excusez-moi, ça fait un petit son. Je suis désolée, monsieur Berger. Donc, je rappelle juste pourquoi on démolit, c'est pour aérer la ville, pour créer des îlots de fraîcheur, on en a parlé tous ensemble lors de nos précédentes rencontres, pour créer ou recréer des corridors écologiques qui relient les différents bassins de biodiversité. Donc, c'est pour tout ça qu'on démolit, bien sûr, aussi pour reconstruire quelquefois. Mais là, en l'occurrence, on avait, on avait cette question à se poser. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cœur de ville où on a 2000 mètres carrés? Alors, le plus simple, c'est de reconstruire, hein. On prend un promoteur immobilier, ça fait de l'argent pour la ville puisqu'on vend le terrain et ça nous permet d'avoir des logements, de l'habitat, bon, tout ce qu'on peut imaginer, tout à fait intégré dans le cœur de la ville. On n'a pas souhaité aller dans ce sens-là, on a plutôt souhaité aller vers ce dont on parle depuis le début, c'est-à-dire un îlot de fraîcheur. Alors, voilà, on a lancé ça ensemble avec donc cette création d'un jardin de 2000 mètres carrés. Le jardin, alors, juste, je commence à dire hein, ce qu'on s'est dit ensemble. Le jardin sera accessible par deux entrées, la rue Blanqui, la rue Louis Braille. L'entrée principale étant bien sûr la rue Blanqui. Un espace ouvert uniquement la journée, vous vous souvenez, on en a parlé pour ceux qui étaient là lors des précédentes réunions. Alors, avec des heures d'ouverture différentes hein, en fonction de l'été, en fonction de l'hiver, en règle générale à la nuit, sauf événements particuliers, puisque vous nous en avez parlé, on en reparlera tout à l'heure, on pourra profiter de cet espace pour créer des événements. Donc, sauf événements particuliers, bien entendu, dès qu'on sera dans le secteur nocturne, on préférera fermer pour éviter les embrouilles. Et puis, voilà, donc en fonction des usages. Et puis, je rappelle donc le démarrage des travaux d'aménagement du jardin se fera à l'été 2022. La démolition a commencé à la rentrée 2021. Donc, ça nous fera, ben, je réfléchis, ça nous fera pratiquement un an avant les premiers travaux d'aménagement du jardin. Pour une livraison, un an après, c'est-à-dire à l'été 2023. Voilà, donc je ne veux pas accaparer la parole, c'était juste pour repositionner tout ça dans un ensemble en vous parlant du planning des prochains mois. Notre dernière réunion aujourd'hui, c'est pour préparer la réunion de Monsieur le maire qui restituera tout ce qu'on va dire et tout ce qu'on a dit ensemble depuis déjà 2 mois. Mai 2022, fin des travaux de démolition. Vous avez vu, il reste encore un petit morceau devant, là à droite. Quand on regarde, on est rue Blanqui, on regarde, et il y a un petit coin encore à droite qu'il faut qu'on démolisse. Ça sera fait donc mai 2022. Printemps 2022, reprise des ateliers de concertation sur la dynamique du quartier. C'est-à-dire qu'on redémarre les ateliers de concertation pour aller beaucoup plus affiné, beaucoup plus loin que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Ensuite, à la suite de ça, on retiendra ensemble un projet. Et automne 2022, les travaux concernant ce projet lui-même vont démarrer avec l'ouverture du jardin en été 2023. Alors, c'est grosso modo, hein, c'est les grandes dates, hein, c'est pour donner des ordres de grandeur. Voilà. Donc, vous voyez, tout ça, c'est très cohérent depuis la rentrée 2021 où on a commencé à démolir. Voilà. Ça vous va Merci. comme ça? Parfait, monsieur Berger, c'est une très bonne introduction à tout ce qu'on va se dire. Moi, j'ai pas Merci. ça, hein, j'ai suivi les propos, mais je pense que c'était intéressant de replacer tout ça dans un ensemble, hein. Dans un contexte. Alors, ben, justement, en parlant de contexte, et pour ceux qui n'ont pas pu faire les deux ateliers et qui sont avec nous sont curieux de savoir en fait ce qui a été dit et produit durant ces 2 premiers temps en décembre, un petit point très rapide sur les objectifs de la concertation. Donc, l'idée, c'est effectivement de partager au cours des grands principes d'aménagement, mais aussi préparer les futurs usages du jardin, les nourrir avec vos réflexions, votre richesse d'usagers, votre regard d'acteurs du quartier. Et puis aussi créer cette communauté et cet espace de discussion autour du projet qui, pour nous, a plutôt bien pris pour l'instant. On a eu vraiment un travail qualitatif, vous allez voir, et assez riche, qu'on va vous resituer aujourd'hui avant les échanges avec le paysagiste. Donc, on a fait un temps, pour vous situer un peu nous, notre action, quand même de rencontres sur le terrain. Et puis, il y avait ces temps d'atelier. Malheureusement, celui du 13 décembre, on a été un peu rattrapé par la question de la pandémie. On n'a pas pu le mener comme on voulait. Et aujourd'hui, du coup, on est là pour prolonger ce travail en atelier avec vous avant la présentation au maire.
Donc, il y a eu un premier atelier qui s'appelait Vos attentes et besoins, qui a été une façon de rentrer un petit peu dans le projet. Donc voilà, il y avait une belle ambiance de Noël, comme vous pouvez le voir à la maison du projet. Tout le monde a bien travaillé ce jour-là. Donc c'était le 29 novembre. On a travaillé 2 heures ensemble. Il y avait déjà donc les élus avec nous. L'objectif, c'était quand même d'affiner la prise de besoin et peut-être les freins aussi au regard des futurs usages du jardin. On était dans les grandes lignes. Et pour ça, on a fait ce qu'on appelle, nous, un Word Forum, c'est-à-dire un système d'atelier avec, on va dire, une production qui tourne de table en table pour permettre à tout le monde de réagir sur le contenu des uns et des autres. C'est une façon très dynamique, on va dire, de créer du débat et de l'échange et de pouvoir traiter plusieurs thématiques en simultané. Donc nous, on avait travaillé les différentes échelles, c'est-à-dire l'échelle du jardin partagé, l'échelle du jardin Éden, et puis peut-être même les enjeux au regard même du quartier. Donc, on va voir que ça a été après retravaillé, approfondi, mais il y avait quand même déjà des grandes choses qui se dégageaient. Au cœur des attendus et des besoins, l'îlot de fraîcheur au cœur du quartier, le refuge de biodiversité, vous l'avez tous ramené très spontanément. Aussi, un peu au regard de ça, de ce lieu apaisé, ben, il y avait quand même un lieu de vie convivial qui doit venir un petit peu redynamiser le quartier et pourquoi pas offrir de nouveaux usages. Donc c'était un peu cette dualité apaisé, calme, sécurisé, mais quand même avec cette capacité à dynamiser, à proposer des temps forts. Un lieu connecté à l'histoire de l'ancien cinéma Éden et qui intègre un peu cette culture stéphanoise, les artistes, les designers, cette créativité qu'on a sur le territoire. Ça, c'était aussi quelque chose qui était important. Et puis un lieu de transmission et de pédagogie, pourquoi pas, notamment au travers du jardin partagé. Je passe un peu vite, mais l'objectif, c'est d'aller aussi dans l'échange et le débat. Donc ça a été un peu ce premier temps. On a fait un deuxième temps plus sur les usages immobiliers. On est rentré plus dans de la coprogrammation avec vous. Donc Agnès, là, pardon. Agnès, de temps en temps, on va te couper là, nous, D'accord, de la- allez-y. juste pour compléter ou pour conforter. Et puis n'hésitez pas, hein, les uns et les autres, hein, vous voulez intervenir, vous lancez la main et on vous la donnera hein, rapidement. Sarah Je nous voulais, coupera pour dire, effectivement, s'il y a quelqu'un qui veut parler. Allez-y, monsieur Berger. Vous je voulez que voulais je revienne sur la simplement, slide d'avant? je voulais simplement vous dire que depuis déjà plusieurs mois, voire oui, ça fait plus d'un an, qu'on travaille sur d'autres quartiers aussi, avec le même mode hein, d'échange, c'est-à-dire de concertation avec les habitants, notamment dans ce qu'on appelle cœur d'histoire, c'est-à-dire tout ce qui est bourg médiéval, espace, la place Boivin, la place Grenette. Et chaque fois, ce qui nous frappe, la première chose que les habitants demandent, c'est un endroit où on puisse se poser. Tout le monde nous dit, la ville, on la traverse. Le soir, on sort du boulot, on traverse les quartiers, on ne s'arrête pas et on rentre à la maison. Donnez-nous des endroits où se poser. Et ça rejoint exactement hein, ce que vous avez marqué là, un lieu apaisé, calme, sécurisé. Donc, ce n'est pas nouveau, mais c'est vraiment, ça correspond exactement à ce que chacun souhaite dans son quartier, un endroit pour se reposer. Voilà, je voulais juste dire ça parce que c'est vraiment frappant. Les deux sujets, c'est le vert, la nature, se reposer, se poser. Voilà, et c'est exactement ce que vous nous avez dit lors du premier atelier. Voilà, je me permettais d'y revenir parce que c'est Pas de vraiment une souci. préoccupation de chacun. Très bien, mais n'hésitez pas. Et on alimente ce partage et ces réflexions ensemble aujourd'hui. Donc, effectivement, pardon. Juste, si ceux qui ont participé aux ateliers ne se reconnaissent pas, vous nous le dites. Hein. Oui, bah, de toute manière, ils auront un temps de parole dédié pour dire: «Mais vous avez dit n'importe quoi, on n'a pas fait ça, on n'a pas pensé ça». Donc le 6 décembre, pareil, un nouvel atelier, avec, nos élus qui étaient aussi là, investis et là, on vous a mis après le diagnostic croisé, plutôt dans le jeu un petit peu avec un kit d'outils, un plan du jardin, des cartes d'usage, des cartes contraintes, des personnages. Je vous avoue que les personnages, finalement, vous étiez suffisamment nombreux pour pas forcément vous bloquer là-dessus, mais vous avez travaillé donc avec tout ce matériel-là pour produire un petit peu des scénarios de programmation, d'usage, de disposition d'espace, dans ce jardin. Et du coup, alors, on a eu 4 groupes en fait qui ont restitué. Donc, je vais pas revenir vraiment dans tout le détail très précis parce que l'objectif c'est pas de resituer exactement toutes les propositions parce que tout était très riche.
On a essayé de compacter un petit peu l'essence de ce qui était sorti de chaque groupe. Donc, il y avait une première stratégie assez intéressante du premier groupe qui était sur la gradation des ambiances. Finalement, par rapport aux objectifs qui avaient été situés sur l'atelier précédent, c'était un peu les stratégies de comment on pouvait atteindre un peu tout ça, mais comment on s'organise. Donc là, il y avait une stratégie de partir du plus public, du plus ouvert, de la rue, au plus intime, avec notamment une esplanade d'animation à l'entrée du jardin pour nous donner de la visibilité, pour attirer, pour faire rentrer dans ce lieu. Quelque chose de plus calme au milieu, et puis au fond, vraiment le lieu, un peu le sanctuaire apaisé, le jardin partagé avec son local à outils. Et puis une approche aussi dans ce groupe qui était très intéressante d'une vision urbaine durable avec des systèmes écologiques, un système de récupération des eaux de pluie, de toilettes sèches, des composts, avec une gestion active d'événements. Donc c'était assez intéressant comment ça allait loin, et en même temps il y avait du coup cette stratégie en gradation. Le deuxième groupe, il avait une stratégie plutôt sur la réversibilité des usages. C'était intéressant aussi. Pour éviter les mésusages et les conflits, c'était comment finalement on pouvait activer, désactiver au travers un peu des systèmes de mobilier. Donc il y avait vraiment cette esplanade au centre, un peu paisible, dense en végétation, qui offrait vraiment une qualité d'usage de façon, on va dire, vierge, et puis qui venait s'activer différemment avec des animations, des projections de films, pourquoi pas un petit peu une guinguette. Donc, il y avait plusieurs idées comme ça. Et puis, tout ça était un petit peu signifié aussi par un mobilier urbain réversible qu'on venait poser, disposer, et qu'on pouvait stocker dans les boîtes. Pourquoi pas des jeux aussi. Enfin, c'était vraiment l'idée que du coup, cet espace devenait un peu aussi dirigé vers certains publics en fonction un peu des programmations et des temps. Donc, il y avait aussi une demande d'une identité visuelle forte et esthétique, en lien avec ce qu'on s'était déjà dit sur le premier atelier, l'esprit un peu stéphanois. Il fallait qu'il y ait une place là-dessus à cet esprit créatif de Saint-Étienne. Et donc, voilà, comment on fait de l'inclusion, finalement, par la réversibilité. Ça avait été la stratégie du groupe 2. Le groupe 3, lui, il avait pensé comment on pouvait faire une expérience sensorielle riche et comment on pouvait aussi sécuriser cet espace en le rendant très traversant. Donc, il avait une stratégie vraiment d'améliorer les accès, de rendre visible, de donner envie de l'extérieur pour voir à l'intérieur, de penser à des lieux d'affichage, des murs artistiques, de faire déborder un peu la végétation, de la donner comme ça dégoulinante sur la rue pour que les gens aient envie de rentrer dans cet îlot de fraîcheur et de biodiversité. Un espace pareil, central, autour duquel gravitaient différents usages. Et pourquoi pas aussi qu'il y ait des choses plus sensorielles avec du design sonore pour nourrir l'essence des gens qui viendraient se balader. Et pourquoi pas aussi pour gérer un gardien sur place, pour éviter les mésusages, assurer une forme de contrôle social. Donc là, c'était vraiment, on a eu un groupe qui travaillait à toutes les potentialités aussi du design finalement, avec aussi une approche sensorielle complète. Et la question aussi de valoriser bien les deux accès pour qu'on ait envie de rentrer par les différentes rues vers le jardin Éden. Le groupe 4, lui, il a proposé un espace attractif par ses animations, ses services aux abords, avec l'idée quand même là, on avait une stratégie autour des commerces ambulants, des food trucks. C'était vraiment un lieu de vie et de convivialité. Il y avait vraiment l'idée de se retrouver devant, d'en faire un lieu de destination même. Et en même temps, avec des jeux plutôt tournés adultes, entre guillemets, c'est-à-dire pas des jeux pour enfants sur ressort ou des toboggans, mais là, on était vraiment sur les échecs, les ping-pong, le pétanque, et pareil, une scène. Donc, il y avait quelque chose de très festif dans cette proposition, avec un contraste assez fort, au fond, avec une végétation qu'on voulait luxuriante et pourquoi pas exotique. Donc, c'était l'objectif à la fois de concilier un lieu de vie assez fort, mais avec une proposition assez commerciale qui enrichissait avec des services aussi, mais dans un aménagement très compartimenté qui ménageait les deux aspects. Donc ça, c'était un petit peu vos scénarios et comment vous y êtes un petit peu attelés. Nous, ce qu'on a cherché du coup à faire à partir de là, et pour pouvoir nouer ce dialogue aussi avec Passagers des villes et faire cette passerelle intéressante vers la maîtrise d'œuvre, c'était de voir aussi finalement ce qui était traversant à tous ces programmes. Donc évidemment, on va redire une platitude là, mais que c'était faire du jardin Éden un îlot de verdure et de biodiversité,
fallait que ce soit riche. Donc, il y avait différentes stratégies. Parfois, les haies, elles étaient un peu plus basses. Des fois, c'était des plantes exotiques. Mais il fallait qu'il y ait une grande présence de la nature, ce qui paraît un peu évident, mais il faut vraiment sentir cet aspect poumon vert et biodiversité. Il y avait, je veux dire, des ruches, il y avait des hôtels à insectes. Il faut que la nature, elle soit très présente et visible. Donc, il y a vraiment cette attente qui est le premier point, je veux dire, de tous les projets. Il y a la question de sécuriser les usages et les accès qui était aussi très importante, finalement avec différentes stratégies. Soit c'est un usage régulé, parce qu'on a dit que ce serait un lieu fermé, mais c'est aussi rendre visible de l'extérieur, donner à voir ce qu'il y a à l'intérieur pour que les gens aient envie d'y aller, sécuriser parce qu'on sait ce qu'on va y trouver et que du coup, on n'a pas peur de franchir le seuil de ce jardin. Il y avait aussi la question de rendre le lieu attractif par ces, je veux dire, ces œuvres artistiques, ces ambiances, le faire traverser, le faire vivant pour que les gens aient envie d'y aller et ne se sentent pas seuls, éviter les squats, les dégradations en évitant les recoins ou les entrées qui puissent être un petit peu, on va dire, utilisées à des fins à des mésusages. Et enfin, s'assurer que par la présence d'acteurs, d'associations, soit de commerce, soit d'un gardien même, finalement, il y a un contrôle social, il y a des gens qui soient là et qui puissent aussi voilà, regarder ce qui s'y passe. C'est un petit peu ce cocktail-là. La priorité 3, c'était quand même d'arriver à faire coexister ces ambiances et ces usages avec la réversibilité du mobilier. La grande stratégie, c'était ça, se dire, bon ben, c'est un lieu qui a plein de potentiel et finalement, plutôt que figer dans certains usages, on va réfléchir à faire coexister avec des temps différents d'animation et on pourra avoir ces dispositifs du coup éphémères qui viendront ponctuer des usages voilà, avec des cibles spécifiques. Et du coup, ça va venir avec comment ne pas saturer un espace, mais finalement avoir plutôt des lieux de stockage que des associations ou des usagers pourront sortir et utiliser. Le côté aussi scène, projection, qui peut venir aussi ponctuellement avec une programmation animée et créer d'autres usages plus spécifiques. La priorité 4, qui est très importante, c'est ce lien avec l'histoire du cinéma et cette culture artistique de Saint-Étienne, cette culture du design. L'important que voilà, ce jardin il s'inscrive vraiment dans cette identité de la ville et qu'il fasse place à ces artistes ou à ces designers et qu'il y ait un écho et une continuité. On aime bien être dans dans la question du lien aussi, donc avec les projections de films, finalement une espèce euh, voilà, on salue la mémoire finalement de ce qu'étaient ces lieux-là, peut-être des éléments même qui appartenaient au cinéma, et puis voilà, des œuvres artistiques qui devraient être présentes pour vous, pour faire aussi partie de cette identité. Et enfin, la question de l'animation, c'est-à-dire la question de la gestion de cette animation. Pour en faire un lieu de destination, il faut l'animer. Il faut qu'il y ait des événements et finalement, ça déborde un petit peu la question purement du paysage et de l'aménagement. C'est finalement comment on fait groupe, événements, programmation, voilà, comment on crée au travers de ce réseau associatif aussi riche de ce quartier, potentiellement voilà, une programmation d'événements dans ce quartier qui viennent créer cette convivialité de façon structurée, sans éviter voilà, les débordements qu'on pouvait voilà, craindre ou ne pas vouloir. Et ça, finalement, pour nous, c'est, comme disait M. Berger tout à l'heure, l'objet de ce qui se passera dans nos prochains ateliers plutôt du printemps, où il sera question de pousser cette question-là avec les acteurs, de savoir comment, justement, maintenant qu'on imagine un espace, on l'anime et qui peut venir porter et comment et quelle gouvernance pour pousser cette question-là. Je voulais juste compléter ça, Bien sûr. parce que c'est très complet, hein, tout ça, très bien. C'est bien, enfin, ça me paraît assez juste en termes de synthèse hein, de tout ce qu'on s'est dit ensemble pendant tous ces ateliers. Je voudrais justement dire simplement que la prochaine étape, après ce soir, c'est pour nous qui nous occupons du projet avec vous, c'est de la présenter au maire, c'est-à-dire tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, tout ce qu'on s'est dit au cours de ces ateliers. Le maire, lui, va restituer tout ça au cours d'une réunion publique. Puis derrière, ben, ça va être la mise en œuvre. Et derrière, on reviendra vers vous pour dire, bon, ben, comment on fait maintenant? Le maire a validé, il a dit, OK, voilà ce que vous avez voulu, voilà ce que vous avez souhaité. Et maintenant, mettez-vous au boulot
C'est à vous maintenant sur le plan pratique, voir comment vous allez procéder pour mettre en application tout ce que vous avez proposé et imaginé. Voilà, donc ça va se passer en plusieurs étapes. 14 mars, réunion publique, donc du maximum de personnes, j'espère que ça sera en présentiel, pour présenter tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on s'est dit pendant quelques mois. Derrière, ben, il faudra qu'on mette en œuvre nous-mêmes, c'est-à-dire sur le plan pratique, comment on fait. Voilà. Donc, on aura vraiment ensemble, non pas participé, mais réalisé ce fameux projet du Jardin d'Éden, dont le nom d'ailleurs, donc il faudra qu'un jour on choisisse aussi. Tout à fait, c'est exactement la procédure qu'on souhaite poursuivre ensemble. Juste pour également engager notre responsabilité derrière, on a donc finalement ces 5 priorités qu'on peut nous appeler des fondamentaux du projet. Nous avons commencé à les partager aussi avec nos collègues, les services techniques, services espaces verts, les services de l'urbanisme de la ville de Saint-Étienne, pour commencer à constituer ce qui représente le programme d'aménagement du futur jardin et ce qui permettra d'assurer la transition avec Sylvain Jacquemet, qui, de l'Agence Passager des Villes, assure la conception, donc qui aujourd'hui commence à réaliser ce travail de synthèse qui doit commencer à atterrir dans l'espace sur un plan et donc que l'on travaille donc de concert entre la synthèse de ces ateliers aujourd'hui, la poursuite des ateliers et puis pour petit à petit arriver à une synthèse, et également le travail avec les services techniques qui apportent des compléments à ces projections faites. Voilà, souvenez-vous, au dernier atelier, on avait dit qu'on ferait appel à un écologue et un paysagiste pour pouvoir commencer à travailler sur des esquisses, voilà, d'un avant-projet. Voilà, cherchez le mot depuis tout à l'heure, d'un avant-projet dont on va parler maintenant. Et puis derrière, on verra ce que ça deviendra en fonction de ce qu'on voudra que ça devienne. Voilà, j'ai bien vu qu'il y avait une première question aussi qui a été posée par Monsieur Nicolas Laurenceau. Ce que je vous propose, Monsieur Laurenceau, on garde votre question vu qu'on va justement arriver sur la question des espaces avec la maîtrise d'œuvre qui s'occupe de la conception du paysage. Donc Sylvain, si tu veux ouvrir ton micro parce qu'on t'a pas encore vu parler dans notre tour de table de début, je vais te laisser du coup un peu expliquer voilà, la vision de Passager des Villes au regard de tout ce qui a été dit et un petit peu introduit, et comment tu peux rebondir sur toute cette approche et les envies des habitants qui ont été exprimées. Eh ben, bonsoir, merci. C'est un plaisir d'être là pour parler de ce projet qui est enthousiasmant, je pense, pour tout le monde, y compris pour nous. C'est quelque chose qui nous fait très plaisir de travailler sur cet espace. Donc, notre travail, c'est de mettre en forme ce jardin, de proposer un projet et un projet d'aménagement. Mais c'est un peu un travail de chef d'orchestre avant tout. C'est-à-dire que il ne va pas sortir de notre tête comme ça, ex nihilo. C'est vraiment un travail de synthèse et il faut qu'on s'approprie tout un tas de données. Les données les plus importantes, c'est celles qui ont été présentées juste maintenant. Donc tout ce qu'on veut trouver dans ce jardin. Mais il y a aussi des choses qu'il faut qu'on prenne en compte, notamment c'est le site, un contexte. Le jardin, il va pas se faire n'importe où. C'est un site hautement symbolique qui a une histoire et qui est aussi situé dans l'hypercentre. Donc dans un lieu très dense, un lieu très vivant, très dense. Il y a beaucoup de bâtis, il y a beaucoup de passages, d'activités. Mais c'est un endroit aussi où il y a un petit peu une carence d'espace vert, donc il y a beaucoup d'attentes. Il y a beaucoup d'attentes sur ce jardin.
mais c'est aussi, c'est un site qui est issu, c'est pas une place qui a été dessinée. C'est pas la place de l'Hôtel de Ville qui a été composée. On a fait des bâtiments tout autour et on s'est dit, là, c'est une place. On va faire une place. Là, c'est pas un jardin où on s'est dit au départ, ça va être un jardin. C'est une dent creuse. Il y avait autre chose avant. On l'a démoli. Et ça laisse un trou et on fait un jardin dans ce trou. Et un trou comme ça, ben, c'est pas quelque chose qui fait face à cet espace. Donc on a un site qui est un peu bizarre, quoi. Du coup, les bâtiments qui vont donner sur ce jardin montrent un peu leur derrière. On va avoir des murs aveugles, des pignons immenses. Et comme on a démoli des bâtiments qui tenaient ces immeubles voisins, eh ben, il faut qu'on les maintienne malgré tout. Donc, il va y avoir des contreforts. C'est des éléments qu'on peut voir sur les photos, sur la photo que vous avez à l'écran, et qui vont être des éléments qui ne seront pas anodins parce que c'est des gros morceaux de maçonnerie et qui vont rythmer comme ça les façades. Donc, on a quand même au départ un contexte qui est un petit peu rude, surtout sur cette grande façade ouest. De l'autre côté, c'est un petit peu différent. Côté est, donc sur les bâtiments qui donnent sur la rue Louis Braille, c'est des bâtiments qui donnaient sur des cours intérieurs. Donc, on a des ouvertures, des fenêtres. Alors, c'était aussi des façades arrière, mais on a quand même des bâtiments qui vont pouvoir donner sur ce jardin. Donc, on a une façade un petit peu moins fermée de ce côté-là. Donc, tout ça, c'est des éléments très importants, en fait, pour composer le jardin. Parce que ça va avoir une place très importante dans l'ambiance de cet espace. Je passe à la prochaine slide, Sylvain. Eh bien, oui, vas-y. Tu me dis. Très bien. Donc, pour répondre à toutes les attentes de ce projet, on a adopté ce qu'on appelle un parti paysager, c'est-à-dire des principes de composition et une intention. Et ben, donc on a choisi de travailler sur la gradation des espaces du public à l'intime. Ça fait partie des priorités qui ont été identifiées et qui nous paraît une réponse très adaptée, très juste à cet espace-là, parce on a effectivement une entrée principale qui donne sur une rue, un espace public passant, et on a un jardin assez profond qui, au fond, se termine un peu comme une arrière-cour dans un cœur d'îlot. Et là, on va avoir envie de plus de tranquillité. Et ça va être aussi une gradation qui va se traduire à plusieurs niveaux. Au niveau des usages, sur la rue, on va avoir plus quelque chose d'animé, lié à l'espace public. Et quand on va aller au fond du jardin, on va être sur quelque chose de beaucoup plus apaisé, de plus calme, lié à la nature et à plus de densité végétale. Deuxième point qui nous paraît extrêmement important à prendre en compte dans la composition de ce jardin, c'est de prendre en compte un paysage vertical. Parce que ce qu'on a vu tout à l'heure sur ce paysage de cœur d'îlot, il faut faire de cette grosse contrainte un véritable atout. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'on investisse les pignons au même titre que le sol qu'on a découvert. Et ça, c'est très important pour qu'on n'ait pas l'impression d'être dans un terrain vague au milieu de rien, quoi. Et que ces grandes surfaces verticales soient investies et servent à quelque chose, soit des supports pour de la végétation, pour des nichoirs, pour tout un tas de choses, et qu'on en fasse un dessin qu'on a envie de regarder.
Et donc ça, c'est pour les murs dans la hauteur, mais aussi au pied de ces murs-là. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir une façade, on ne va pas avoir des ouvertures, on ne va pas avoir des vitrines. Mais malgré tout, on veut que la déambulation le long de ces bâtiments soit agréable et désirable. Donc on a imaginé pouvoir faire une bande d'usage et que ces pieds de mur soient un peu thématiques et qu'on puisse proposer différentes choses le long de ce mur-là, au service du jardin, au service des usages. Donc on va avoir une sorte d'allée comme ça qui va se déployer et qui va traverser le jardin dans sa longueur et sur laquelle on aimerait pouvoir proposer de traverser différentes ambiances. Et voilà. Pour, Et donc, pardon, coupe Sylvain. ouais. Vas-y, pour, oui. d'enchaîner sur la diapo suivante, mais on peut même la mettre. Oui. Juste vous dire que ce plan qu'on voit ce soir a été présenté quasiment dans les mêmes délais. Donc là, c'était en fin de semaine dernière à nos collègues de la ville et de Saint-Étienne Métropole. Donc on avance vraiment en parallèle. Et on en est effectivement également à recevoir leur retour, tout comme on va recevoir ce soir vos retours sur cette première synthèse. Et la diapo là, qui s'affiche à votre écran permet de montrer et de en tout cas, vous exposer la façon dont on a intégré les différentes propositions que vous nous avez faites. Moi, je voulais juste rappeler que le rôle de Sylvain, c'est de mettre en musique la partition qu'on lui a donnée. En fait, on lui a donné comme tu m'arrêtes, hein, Sylvain, si je me trompe. Hein, on lui a donné en fait, c'est tout à fait juste. un cahier des charges qui était celui qu'on avait construit ensemble. Charge à lui après de nous faire des propositions de mise en musique de ce cahier des charges. Voilà, c'était ça son objectif et c'est son mandat. Voilà. Tout à fait. Et si vous voulez bien, je vais essayer de balayer rapidement les cinq priorités qui ont été évoquées dans ces ateliers et voir et vous montrer un petit peu comment nous, on imaginait pouvoir répondre à ces attentes. Donc la première priorité, c'était un îlot de verdure. L'îlot de verdure, alors la verdure, elle va être présente dans tout le jardin, mais elle va s'intensifier. Elle va avoir des matérialisations différentes. Sur ce premier espace qui va être plutôt un endroit où on va pouvoir proposer des animations. C'est un peu difficile d'imaginer d'avoir une densité végétale qui va contraindre l'espace. Donc là, on est plutôt sur la proposition d'une grande pelouse, un peu multi-usage, avec peut-être un arbre ou deux pour donner un petit peu d'ombre à cet espace. Mais on est plutôt sur quelque chose d'ouvert et quelque chose qui puisse être un support pour toutes sortes d'animations, festivités, projections, comme ça a été évoqué. On peut imaginer que le mur pignon qui est en face pourrait être un support pour faire des projections plein air. Ensuite, on a une deuxième séquence. Alors, excusez-moi, la première séquence, effectivement, c'est l'accroche sur la rue. La deuxième, donc c'est ce grand espace un peu multi-usage. On va avoir une troisième séquence qui va être aussi un espace assez polyvalent, mais peut-être là où on entre un petit peu plus dans la densité et la fraîcheur. On va avoir plus d'arbres, plus de présence végétale, du mobilier aussi pour s'asseoir. L'espace sera un petit peu moins libre, hein, mais là, le but, c'est d'avoir des espaces
d'agrément pour venir pique-niquer, pour venir bouquiner à l'ombre. Et au fond du jardin, on va proposer 2 autres espaces qui, je trouve, répondent aussi à cet aspect-là. Un jardin potager, ici. Donc, ça peut être sous la forme plutôt d'un jardin partagé. Et tout au fond, l'espace de biodiversité. Donc là, on va avoir une densité maximale de la végétation. On souhaitait proposer aller jusqu'au bout de cette démarche-là. Le travail avec l'écologue nous a mené à ça, parce que sur un espace d'hypercentre comme ça, on va avoir une densité d'usage énorme. C'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'il y a des dizaines de personnes qui vont venir, qui vont faire du bruit. Et la biodiversité, c'est les insectes, c'est les oiseaux. Il y a pas forcément très compatible. C'est pour ça qu'on a souhaité proposer un sanctuaire, c'est-à-dire que c'est un espace qui sera inaccessible, mais dans lequel on va booster la biodiversité. Et ça va être plutôt un espace à regarder qu'à pratiquer. Et là, ça pourrait être très intéressant, parce qu'on peut vraiment aller au bout de la démarche et proposer un espace qui se rapproche le plus d'un écosystème naturel. Et là, ça peut donner plein de choses à voir. Si on peut mettre des nichoirs, l'idée, c'est aussi de mettre du bois mort pour qu'on ait vraiment une démarche écologique, qu'on puisse assister au spectacle de la régénération de la nature. Voilà. Donc, ça, c'est pour la priorité 1, donc l'îlot de verdure. On a vraiment une déclinaison de réponse à ça. Et ce que j'oubliais, c'est de dire aussi que là, sur les murs, ce que je disais tout à l'heure, on va mettre des structures avec l'objectif de faire pousser des plantes grimpantes. Donc de coloniser ces murs avec toutes sortes d'essences différentes de plantes grimpantes, et de composer ce paysage vertical. Le deuxième aspect, donc le deuxième priorité, on était sur sécuriser les usages et les accès. Donc là, la première chose, c'est effectivement un jardin, pour pour qu'on puisse contrôler son usage, il faut une clôture. Donc là, il y a une limite du jardin. On a souhaité la positionner ici, c'est-à-dire pas forcément à l'alignement des bâtiments, mais un petit peu en retrait, au niveau du premier contrefort qu'on va rencontrer, de manière à annoncer le jardin sur l'espace de la rue par un espace public non fermé, un petit renfoncement qui pourra être animé, fonctionner comme une petite placette publique. On pourra y trouver des terrasses, et c'est un endroit où le jardin déborde effectivement sur la rue. L'idée qui a été annoncée peut se traduire à cet endroit-là. Et aussi, c'est là qu'on va avoir la grille. Donc, il y a un travail important aussi sur l'objet grille qu'il faudra qu'on fasse, pour que cet élément ne soit pas vécu forcément comme quelque chose c'est pas une grille, c'est pas une porte de prison. Il faut de la transparence, il faut que ça laisse voir que ça laisse désirer ce qui se passe à l'intérieur. Et ce travail-là, il doit s'effectuer donc ici sur la rue Blanqui, évidemment, mais il faudra aussi avoir cette même réflexion sur les 2 accès depuis la rue Louis Braille, donc, qui sont des passages traversants qui passent sous les immeubles.
et qui eux aussi ont beaucoup d'importance. Parce que donc on a le premier, c'est l'ancienne sortie du cinéma, donc il y a une valeur symbolique. On a d'ailleurs encore la petite enseigne Eden qui est au-dessus des portes. On souhaite pouvoir la conserver et la restaurer. Mais là aussi, il y a un travail sur la limite qui est important pour qu'on comprenne tout de suite quand on passe dans la rue que là, derrière, évidemment, c'est le jardin d'Éden. Et ça donne tout de suite envie de rentrer. Donc, il y a une question de visibilité et de possibilité de fermeture sur laquelle on doit travailler. Ça va aussi avec l'éclairage. Donc, on ne travaille pas qu'avec un écologue, on travaille aussi avec un éclairagiste qui lui aussi va travailler l'éclairage, tant au niveau de la sécurité, bien sûr, mais aussi au niveau du travail des ambiances, d'accompagner le jardin, le travail sur les espaces avec la lumière, pour qu'en hiver, quand on veut aller dans le jardin, ce soit aux heures d'ouverture, et que ce soit un endroit agréable à traverser. Il était question aussi à cet endroit-là de travailler sur l'attractivité du jardin, donc aller même plus loin que le fait de créer un jardin, mais que ce soit aussi un lieu où avec une présence culturelle, la culture, pas des carottes, mais la culture de l'art. Donc là aussi, il y a un travail qui est engagé aujourd'hui avec 2 artistes stéphanois pour inclure dans le jardin de manière très, très fine et un dialogue entre l'aménagement du jardin et deux œuvres d'art qui vont prendre place dans ce lieu. Au niveau du mobilier, ouais. Non, je me dis peut-être, comme là, ça fait déjà beaucoup d'informations qu'on transmet, peut-être ouvrir. Est-ce qu'il y a des réactions par rapport à la question de l'attractivité et des accès sécurisés, ou est-ce que les gens, parce que effectivement, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a une vraie, enfin, je veux dire, les grands esprits se rencontrent. Je vais le résumer comme ça, mais je trouve qu'il y a un vrai, comment dire, une vraie cohérence entre la réflexion qui avait été menée par les participants et finalement un peu des solutions qui se recoupent et qui se retrouvent. Je pense, Sylvain, je pense que quand tu as vu les propositions des usagers, ça a fait écho avec vos propres réflexions. Bien sûr, nous, on a notre propre analyse du site et de la manière dont on envisage le projet, et tout ça, ça a été nourri par toutes ces réflexions, par le travail qui a été mené par la concertation. Et effectivement, moi, je me retrouve tout à fait dans ce qui a été dit. Il n'y a aucun souci. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors, il y a Monsieur Laurenceau qui était parti, et quand je pense du coup aux accès, et comme c'est enregistré, et voilà, comme il y aura une restitution dans tous les cas, il avait cette question, Sylvain, sur une sortie rue de Lodi, et qu'est-ce qu'elle était possible? Je pense que c'était pas vraiment ce qui est question aujourd'hui dans ce qui est présenté, et je ne sais pas si c'est encore conciliable une sortie à cet endroit-là, mais je voulais avoir ton ressenti sur cette question-là. La faisabilité d'une entrée comme ça, aujourd'hui, c'est un peu difficile de répondre, en tout cas pas à court terme, parce que en fait, on a regardé, ça traverse une propriété privée. Ah oui. Donc, ça veut dire qu'il y a une question, comment on fait pour traverser une propriété privée? On ne peut pas créer un passage public sur une propriété privée, ou alors. Et voilà, ça implique quand même des choses assez profondes qui requestionnent le fonctionnement du bâtiment concerné. Donc,
C'est pas facile de répondre. Ça demande une étude assez approfondie pour répondre de manière certaine à cette question, en tout cas. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions, du coup, soit vous levez la main, soit vous posez la question dans le chat, s'il n'y a pas de souci, on peut les prendre, on vous écoute s'il y a des gens qui ont envie de réagir à ce que vous avez entendu, vu qu'effectivement c'est assez riche comme projet, on peut, Louise a tout à fait raison, le faire en petits bouts. Moi, j'avais une question pour tout le Allez-y, monde. allez-y. Est-ce qu'on se retrouve dans cette présentation et ce projet que nous a fait Sylvain? Alors, du coup, je ne sais pas si ça va appeler un vote poussant je rigole. Ce serait terrible pour Sylvain. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent réagir, du coup, par rapport à cette question, Monsieur Berger, ouverte? Quel est le premier? C'est peut-être pas très facile non plus de savoir. C'est une représentation qui est encore un petit peu abstraite, hein. C'est-à-dire que ça montre une organisation, mais pas encore vraiment des ambiances. Donc, ça reste un dessin. Il y a Monsieur Tari qui voulait réagir. Alors, vu qu'il y en a un courageux qui va dans l'arène, je vais tout de suite lui donner la parole. On sait que Alain, il est toujours courageux dans ce domaine et on l'en remercie d'ailleurs. Ce que je voulais simplement répondre à la question que tu as posée à Sylvain, en fait, on ne voulait pas présenter un projet fini, hein, parce que ce n'était pas la peine de se concerter, hein. Là, c'est vraiment une ébauche. C'est ce que j'ai dit, un avant-projet. Derrière, ça sera à nous de finaliser avec Sylvain, bien sûr, tout ce qu'on voudra, effectivement, et ce qu'on aura prévu ensemble, hein. Alain, c'est à vous. Alors, on ne vous entend pas. Ah, c'est frustrant. C'est pas muet pour nous, mais on ne vous entend pas, Alain. Peut-être remonter le son. Est-ce que vous m'entendez là? Là, on vous entend bien. c'est mieux. Donc, je suis passé sur le micro de l'ordinateur. Bon, oui, donc au niveau des fermetures et ouvertures dont a parlé Sylvain, le petit espace dégagé devant rue de Blanqui semble pas mal. Par contre, au niveau de la rue, des petits passages des deux accès rue Louis Braille, à mon sens, il faudrait que ça soit bloqué à l'entrée, c'est-à-dire sur la rue Louis Braille, parce que où on a les deux petits personnages de dessinés, si la fermeture se fait, on rentre dans le soir, il y a accès à ces couloirs et la fermeture se fait qu'au niveau du jardin, là, ça va être une catastrophe le lendemain matin. Ça va être les toilettes publiques, ce truc-là, plus la décharge. Ça, malheureusement, c'est toujours comme ça que ça se passe. Bon, c'est juste une remarque. Voilà. Pragmatique, mais qui est juste pas que ça serve de toilette publique. Sylvain, est-ce que c'est entendable du coup cette histoire? Je ne sais pas si vous avez travaillé cette question, où était le portail sur la rue. Bien sûr, oui. Le portail, on l'imagine tout à fait au niveau de la rue Louis Braille, là où aujourd'hui il y a des portes qui sont fermées. Donc là, les bonhommes, les jardins sont ouverts, c'est pour ça qu'ils ont pu franchir, on est d'accord. Ouais. D'ailleurs, la question de ces passages, elle est pas neutre, hein. Des passages traversants pour qu'ils soient pas vécus comme des coins un peu sombres et un peu malsains. Il y a tout un travail à faire dessus sur la lumière, sur les matériaux, sur les conditions de cette traversée pour que ce soit un lieu agréable et pas un coin à piste. Monsieur Béraud, vous aviez une question, vous avez levé la main. Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Allez-y, monsieur Béraud. Moi, je trouvais que le lieu l'espace animation Guinguette et le parvis terrasse étaient un petit peu trop loin l'un de l'autre. À savoir que quand vous faites une animation, il y a des gens qui vont être assis, mais par exemple, ils seront séparés par une barrière. Et je trouvais ça dommage. Donc, votre question, c'est un petit peu comment on fait en sorte pour que les ambiances ne soient pas trop compartimentées et qu'il y ait une vraie connexion quand on veut faire des événements dans le site et qu'il n'y ait pas cette fracture de la grille, si je vous comprends bien. Tout à fait.
Alors ça, je pense que ça va être intéressant de voir aussi sur la question des animations quand on va rentrer un petit peu dans le dur pour voir comment on peut effectivement à la fois sécuriser, donc garder des espaces qui peuvent se fermer et en même temps pas trop être physiquement entravant. Et c'est peut-être aussi au travers du travail de la grille. Je ne sais pas comment ça pourrait se traiter. Sylvain, qu'est-ce que vous en dites? Alors, oui, bah, ça, effectivement, c'est pas le même espace. C'est-à-dire qu'on a une petite placette qui fait plus partie de la rue, mais qui est le seuil du jardin, on va dire. Et à l'intérieur, on a un espace ouvert, donc qui sera plus minéral côté ouest, donc contre le mur, et qui se décline plutôt en prairie, ou en pelouse plutôt, au cœur du jardin. Et pour moi, après, oui, c'est important qu'il y ait un dialogue entre les deux, mais l'espace animation guinguette, pour moi, c'est plus, une fois qu'on a franchi la grille, on est dans le jardin, et là, on est sur cet espace un peu minéral et qui donne sur la pelouse. Après, il peut y avoir une transition douce entre les deux. C'est une question de continuité, peut-être. Voilà, c'est plus une question de continuité. La grille, est-ce que c'est un petit portillon ou est-ce que c'est une ouverture assez large qui permet d'avoir plus de fluidité? Mais la question est intéressante parce qu'effectivement, on imagine tout à fait que l'espace animation, il doit avoir une visibilité depuis la rue et il doit être ouvert. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Béraud. J'ai une autre question qui arrive dans le chat. Merci Théo et Mathieu. Il y a la question de bonjour. Deux questions à la suite de cette présentation. La luminosité, c'est vrai que Sylvain, tu n'étais pas aux ateliers, mais la question de la luminosité, nous a un peu coincés. C'est vrai que moi, j'avais oublié de te poser cette question en dernier atelier, mais c'était la question de l'ensoleillement. Est-ce qu'une étude d'ensoleillement serait envisagée pour la question de l'ensoleillement, notamment au fond du jardin? La présence d'eau apparaissait comme une volonté des habitants. En dehors des bornes fontaines, un ruisseau ou des petites mares constitueraient des atouts pour héberger de la biodiversité. Est-ce que tu peux expliquer, parce qu'il y a eu tout ce travail justement peut-être avec les colloques que vous avez menés par rapport à ces questions-là? Oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs questions en une là. Oui, Théo et Mathieu sont deux. Ouais. Alors, pour l'ensoleillement, alors effectivement, on n'est pas sur la configuration idéale d'un terrain dégagé pour un plein sud, pour un jardin potager. Néanmoins, l'endroit le plus favorable de cette parcelle, c'est effectivement le fond. C'est là où on a mis à la fois le jardin potager et l'espace de biodiversité. Est-ce que pour répondre, vous aviez étudié cette question d'ensoleillement? Oui, on a fait on a regardé un petit peu les ensoleillements. En gros, sur le fond du jardin, on est entre 50 et 60% de pourcentage d'ensoleillement direct sur un an. D'accord. On peut mieux faire. D'accord. Oui, pour ceux qui n'ont pas de repères en termes de jardinage, c'est plutôt pas beaucoup, c'est plutôt quand même. C'est moyen. C'est moyen. C'est moyen. Il faut en avoir conscience. Et je pense que ça n'empêche pas d'avoir un jardin, mais je pense qu'il faut en tenir compte, en tout cas, quand on commencera à planter des choses dessus. Dans le choix des essences, ça sera hyper important. Tout à fait. Et sur la question de l'eau, alors, du coup? Parce que c'est vrai qu'il y avait eu un super beau ruisseau dans les dessins. Ouais. Alors, c'est pareil, la question de l'eau, elle est sans fin. Et elle revêt plein d'aspects différents. L'eau, ça peut être une fontaine, mais ça peut être aussi plein de choses d'autres. Et là, sur cet espace-là, plutôt qu'une fontaine de centre-ville en circuit fermé avec de l'eau traitée, machin, nous, ce qui me semblait plus intéressant de faire, c'est effectivement d'assumer la présence de l'eau, mais un petit peu différemment.
C'est-à-dire qu'en fait, on a prévu on souhaitait mettre en place des réservoirs de récupération d'eau. Ça, c'est quelque chose qui est apparu aussi dans les objectifs et ça me paraît tout à fait intéressant. Et en plus, on a des capacités de récupérer de l'eau des toitures voisines. On a des descentes d'eau à proximité. Donc, on peut tout à fait imaginer se piquer sur les descentes d'eau et puis remplir des grands réservoirs qui vont permettre ensuite d'arroser le jardin et d'arroser la pelouse. Parce que imaginez une pelouse comme ça en plein centre-ville avec plein de monde qui va dessus, si on peut pas l'arroser, elle va pas rester longtemps en pelouse. En fait, donc la question de l'irrigation de cette pelouse est très importante et on voulait la mettre en lien avec cette capacité de récupérer de l'eau. Alors, donc ça, pour être vertueux, voilà, et avoir une gestion de l'eau qui soit intelligente. Il y avait Monsieur Berger qui voulait réagir aussi. Alors, on ne vous a pas entendu, Monsieur Berger. Est-ce que vous voulez essayer de parler là pour voir si on vous entend? Vous m'entendez là? Oui, on vous Oui. entend. Oui, Allez-y. C'était juste pour réagir à la question de Jean-Philippe tout à l'heure concernant la fragmentation des espaces à l'intérieur de ce grand espace. C'est vrai que c'est un vrai sujet. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On l'avait déjà abordé lors des précédentes réunions. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait des vraies fragmentations, c'est-à-dire on fait plusieurs espaces séparés par des petites haies, des choses comme ça, ou est-ce qu'au contraire, on laisse une grande pelouse? On a plutôt opté pour le choix de la grande pelouse. Je ne sais pas si vous voyez tout ce qui est brun tout autour, c'est des cheminements, hein, c'est des cheminements piétons qui permettent de ne pas être toujours sur la pelouse, mais par contre de se balader tout autour du jardin. Et on a plutôt saisi cette solution-là, plutôt que de faire des fragmentations à l'intérieur qui coupent la perspective, bien sûr, chaque fois. Et je rejoins assez la question de Jean-Philippe. C'est vrai que si on se met à casser les perspectives, on va perdre vraiment l'intérêt notamment de la visualisation du fond de jardin. D'accord. Et donc, il y a Alain Tari aussi pour continuer. Merci, Monsieur Berger. Sur la question de l'eau, vu qu'il y a, je pense que c'est quelque chose qui a effectivement fait très envie et qui est souvent synonyme aussi de bien-être, le bruit de l'eau, et qui parlait d'une petite cascade sur la question de la verticalité. Une petite cascade, définissant une petite cascade. Je ne sais pas si vous voulez nous en parler, Monsieur Tari, mais du coup, j'imagine aussi que vous aviez un peu réfléchi à différentes formes. Allez-y, Monsieur Tari. Oui, si on m'entend. Oui, alors en fait, c'était en pensant à ce qui avait été dit, parce que la récupération de l'eau, enfin moi, j'ai eu l'activité, on a un jardin où on veut faire ça, enfin dans le jardin, il y a 1000 mètres carrés. On peut récupérer énormément d'eau parce qu'on ne se rend pas compte, mais je pense que Sylvain le sait, vu la surface de toit, quand vous êtes dehors sur des surfaces pareilles, vous êtes dehors, vous sentez quasiment pas de gouttes qui vous tombent dessus. Par contre, quand vous regardez ce qui tombe, il en tombe. Donc, il faudrait des grosses récupérations d'eau parce que on aura des temps de plus en plus secs. Et là, effectivement, ça peut être un atout pour, on fait tourner cette eau, on en avait parlé, Sylvain l'a recité, la récupération et pouvoir arroser. Parce que là, il y a une surface de toit qui est considérable. Il faudrait la chiffrer si on peut récupérer, mais c'est des mètres cubes et des mètres cubes. Mais si on a l'occasion, moi je l'ai vu, je vous dis, c'est impressionnant. Il y a des gouttelettes, on sent rien. Quand on voit ce qui tombe sur des toits comme ça, et ce à quoi je pense, moi, c'est moins grand que ça. C'est énorme. Donc, il y a énormément un bassin de récupération, quelque chose. Et du coup, ça ferait de la verticalité, ça ferait peut-être le bruit de l'eau. On l'avait évoqué, ce bruit aussi, les ambiances sonores. C'était ça, quoi, par rapport à ça. Très bien. Sylvain, tu veux réagir à ce que dit? Oui, mais on est tout à fait dans le thème. Hein. En fait, là, sur le dessin que vous voyez à l'écran, en fait, c'est ça, là. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur. Les éléments qui sont en bleu, c'est ça. C'est potentiellement des réservoirs aériens, donc visibles, mais qui seraient habillés avec on peut faire pousser des plantes grimpantes dessus. Mais ce qu'on souhaite, c'est montrer. C'est pas cacher l'eau qu'on récupère. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les mettre sous terre. Mais c'est quelque chose de très vertueux de faire ça. Il faut qu'on le montre et qu'on explique aux gens pourquoi c'est pour ça que je parlais de cascade. Pour ça que je parlais de cascade. Et alors les cascades, pourquoi pas en fait, guillemets, cascade. Ouais.
qui dit récupération d'eau dit trop plein. C'est-à-dire qu'une fois que les réservoirs sont pleins, quand il pleut beaucoup, il y a un trop plein. Et il va falloir qu'on gère ce trop plein et qu'on l'envoie quelque part. Et pourquoi pas imaginer que mettre en scène ce trop plein et faire une petite cascade, une rigole c'est quelque chose qu'on peut envisager et aussi qui puisse servir à alimenter l'espace de biodiversité qu'on imagine au fond pour augmenter encore le taux d'humidité de cet espace-là. Ce qu'on ne souhaite pas, c'est rentrer dans quelque chose de trop artificiel et avoir une cascade avec des faux rochers et un circuit fermé qui fait couler de l'eau en boucle. Ça nous paraît moins intéressant que d'utiliser l'eau pour ce qu'elle est et de la rendre utile au jardin. Alors, il y a 2 réactions simultanées. Il y a Monsieur Dallara, c'est peut-être par rapport à l'eau, donc je vous laisse ouvrir votre micro si vous voulez parler du coup. Oui. Bonjour à tous. Bonjour. Oui, je voulais réagir là, au système de rigole, de cascade, ça me paraît peut-être compliqué, mais rigole, j'ai vu des choses. J'étais au mois d'octobre au salon Paysalia, justement, où il y avait des exemples de jardins faits par donc des paysagistes, entre autres. Hein. Je pense que M. Jacquemet, vous y êtes passé, je suppose. Malheureusement, j'ai pas pu. Ah, c'est dommage. Et justement, j'avais imprimé mon carton d'invitation et j'ai pas pu y aller. Ça m'avait attiré l'œil et j'avais noté, et en pensant au Jardin d'Éden, j'avais noté un système justement où on avait une rigole qui se baladait au milieu du jardin, mais de manière quand même très cadrée. Et je me disais que pourquoi pas, ça pourrait être une solution d'amener de l'eau, parce qu'une fontaine, pas forcément, mais c'est un modèle pour amener de l'eau, notamment avec la récupération d'eau. Et bon, c'est vrai que ça existe. Après, à voir de manière pérenne et continue ou pas, voir comment on peut faire fonctionner ça. Mais a priori, c'est quelque chose de techniquement possible. Donc, il y aura peut-être un travail à réfléchir sur cette mise en scène. On a bien compris l'idée des réservoirs. C'est l'eau de pluie qui passe dans ces rigoles, ou c'est une rivière artificielle. Là, clairement, c'était artificiel. Hein. C'était de la fontainerie. C'était fait sous hangar, mais peut-être, je me suis dit peut-être à réfléchir, peut-être un truc à réfléchir en plus. Voilà, à voir. Vu que de toute façon, pour ces jardins, il faudra certainement avoir donc la présence de l'eau de récupération pour grande partie, mais pourquoi pas, obligatoirement aussi la possibilité d'avoir accès à l'eau. Il faudra un accès à l'eau sur les lieux. Après, sous quelle forme et avec quel modèle d'exploitation, ça, c'est tout ce qu'on devra définir ensemble. Mais il y aura la présence de l'eau sous cette forme-là, ça me paraît obligatoire. On avait envisagé également, pour augmenter l'effet îlot de fraîcheur, avoir un système de brumisation pérenne qui soit intégré. C'est-à-dire que là, si vous voyez sur l'image, il y a une sorte de pergola qui court le long du mur. Donc qui elle aussi peut être un support pour faire pousser des plantes grimpantes et sur lequel on peut aussi installer des buses de brumisation, par exemple. Pardon, excusez-moi, du coup, parce que je vois qu'il y a plusieurs questions qui arrivent. Il y avait aussi l'association sur une idée du partage, peut-être plus sur les questions d'usage et d'accessibilité. Avec l'idée que l'accessibilité est primordiale pour les seniors et les personnes empêchées. Les espaces verts sont pour nous indispensables pour respirer l'été, sachant que de nombreux seniors se retrouvent seuls durant la période estivale. Ce lieu sera un point de rencontre idéal pour quitter les appartements où la température sont parfois très élevées en juillet-août. Là, on revient à la question un peu de comment on va être ombragé, peut-être aussi, et comment on garantit que ce ne soit pas aussi une cocotte thermique ou un îlot de chaleur en été, Sylvain. Voilà, bref.
Oui, mais ça, c'est très important. Et c'est vraiment le but de ce jardin, c'est d'arriver à créer et conserver de la fraîcheur. Donc là, la densité de la végétation est très importante. Et la possibilité de créer un couvert végétal, donc avec les arbres, avec la pergola, pour faire de l'ombre et éventuellement augmenter cet effet-là soit avec de la brumisation, soit avec une fontaine. Mais pour l'instant, on est plutôt parti sur autre chose qu'une fontaine. Monsieur Tari voulait dire concernant la fraîcheur du mur végétal. Est-ce que vous pouvez expliciter ce point d'interrogation? Oui, non, excusez-moi, c'est une interrogation, en fait, c'était limite toujours à ça. J'avais dit cascade, effectivement, c'était des guillemets, mais j'allais dire brumisateur, c'est ce qu'a dit Sylvain, mais le mur végétal, ça garde énormément aussi, puisque ça va habiller en verticalité, puisque le problème, c'est cette verticalité. Enfin, je pense que c'est peut-être des choses aussi à envisager ou à envisager, peut-être pas de partout, évidemment, puisque là, on aura l'eau, on aura de l'humidité. Ouais. Si on veut, effectivement, c'est pas mal d'histoire pour les anciens d'indiquer. C'est vrai que quand ça cuit littéralement l'été en ville. Et ça va être de pire en pire. Donc là, ça peut être vraiment un niveau de verdure et de fraîcheur, oui, parce qu'on peut faire baisser de plusieurs degrés. Très bien. Eh bien, écoutez, est-ce qu'on continuera un petit peu sur les questions d'usage, Sylvain, qui Oui. aussi sont installées un petit peu? Alors, je pense qu'il y a plusieurs pictos autour qu'on n'a pas encore tous détaillés. On n'a pas encore tout détaillé. Oui, mais c'était déjà bien. On avait déjà des questions. Donc, comment on a un peu écopé nos questions. Et du coup, est-ce que tu peux nous resituer un petit peu ce qui se passe autour de ce jardin? Là, en lien avec ces espaces polyvalents destinés à accueillir des manifestations culturelles, associatives, etc., on souhaitait offrir une possibilité de pouvoir stocker du matériel. Donc ça, si on revient sur les priorités identifiées dans les ateliers, donc c'est la priorité 3, c'est des ambiances différentes à faire coexister par la réversibilité du mobilier. Donc ne pas saturer l'espace par du mobilier fixe et s'appuyer sur des systèmes de stockage gérés par des associations pour sortir au temps opportun les mobiliers des différents dispositifs. Donc ça, c'est une super idée. Et en fait, on va pouvoir habiller le bas de ce mur. Voilà. Donc par différents éléments. On a vu les bacs de récupération d'eau, mais ici, on imagine avoir un système de parois, de véritable armoire en longueur qui peut être un support à plein de choses, donc quelque chose un peu multifonction. On pourra d'ailleurs y cacher la tripaille de l'éclairage public, toutes les armoires techniques dont on a besoin. Mais au-delà de ça, c'est surtout pouvoir offrir des supports verticaux pour faire des expos, pour mettre des affiches, et à l'intérieur, pouvoir stocker du matériel, des chaises, des jeux, ce qui a été évoqué. Donc, ça peut être aussi les lieux d'affichage dont parlaient les gens, par exemple, dans leurs propositions. Ça pourrait être aussi un espace double dont l'usage. Ça peut être un lieu d'expression, un support d'affichage, etc. Ouais, tout à fait. Et l'idée, c'est vraiment de venir animer ce pied de mur et cet espace et d'offrir un maximum de possibilités. Au fond, on sera sur une ambiance un petit peu plus différente et là, on aura peut-être plus de mobilier fixe à offrir comme ça, sans forcément qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe, mais quand même pouvoir venir s'asseoir, venir pique-niquer. Mais sur l'esplanade de l'entrée, on souhaiterait
pouvoir libérer l'espace au maximum. Et donc, si on met des bancs un petit peu partout, ben, ça limite assez vite les possibilités. Et les usages. Alors, il y a 2 réactions. Il y a Monsieur Berger, enfin, je pense que c'est Monsieur Berger qui a levé la main. Et il y avait aussi, juste avant ça, une remarque de Monsieur Béraud sur l'éclairage. Est-ce que c'est des panneaux solaires possible ou... Les panneaux solaires, ça te laisse circonspect, Sylvain, c'est ça? C'est pas facile à faire? Non, en fait, ça peut se faire, mais là, on n'est pas dans une configuration idéale. C'est-à-dire que là où on veut créer de la surface horizontale, c'est-à-dire le long de cette pergola, le long du mur, qui est plus là, qui est là pour faire de l'ombre, parce qu'à midi, au mois d'août, ça va taper, mais aussi pour briser un petit peu le rapport d'échelle entre l'espace du jardin et les murs. C'est-à-dire recréer un toit, pour casser ce côté surplombant, quoi. Une intimité à ces espaces et être un peu moins écrasé par la hauteur des murs. Mais cette pergola, en fait, elle est pas idéalement exposée pour avoir des panneaux solaires. Et comme on est entouré par des bâtiments très hauts, on n'a vraiment pas les conditions idéales. Pour les panneaux solaires. Ouais. Très bien. Donc, je me retourne vers les élus qui avaient levé la main. Que vous vouliez peut-être faire un complément d'information, une réaction. Oui, merci. Bonsoir à tous. Moi, j'avais juste une question à poser à Monsieur Jacquemet. On n'a pas abordé ce point, mais il me semble important. Ce jardin va être dans un espace enclavé. Et je crois qu'il faut qu'on prenne ce lieu en considération, comme vous l'avez dit en préambule. Et le challenge aussi, c'est de travailler sur des essences colorées pour que ce jardin soit agréable en toute saison et qu'il y ait vraiment des couleurs, un graphisme et qu'on ait plaisir à se poser dans ce jardin au printemps ou à l'automne et vraiment qu'on ne bascule pas dans un lieu qui soit un peu triste et qui va être effectivement entouré de bâtiments et de pierres. Et je crois que c'est vraiment un élément à prendre en considération. Et il y a effectivement des arbustes ou des arbres où on peut trouver des couleurs de rouge, de jaune, mais vraiment apporter du graphisme et du design à ce jardin qui va être voilà, un lieu clos et pas un espace ouvert. Donc un point important à mon sens à prendre en considération dans le cahier des charges. Mais ça, vous le maîtrisez certainement beaucoup mieux que moi. Sylvain, une réaction face à cette question? Merci. Oui, mais effectivement, c'est notre job de faire des jardins. Donc, souvent, c'est ce qui vient en premier. Le fait d'avoir une végétation qui soit belle et qui soit agréable, qui sent bon, et qu'on ait des fleurs en toute saison, etc. Donc, c'est effectivement quelque chose, c'est un peu, on n'en parle plus tellement ça nous paraît évident, mais c'est très important, évidemment. Ici, moi, je pense qu'il va y avoir différents curseurs. C'est-à-dire qu'aux endroits où les gens vont se promener dans le jardin, donc là, soit l'espace, le premier espace, soit un peu plus au fond, on est dans le jardin d'agrément. Donc là, évidemment qu'il faut que tout ça soit pris en compte. Mais je pense qu'il est très important aussi que dans un deuxième temps, au fond du jardin, là où on va essayer de reproduire un petit peu un milieu plus naturel, et ben, qu'on essaye là d'être plus respectueux des essences locales et qu'on soit attentif plus au bien-être des êtres vivants qu'on va chercher à vouloir faire s'installer dans ce jardin que à l'aspect visuel et spectaculaire.
Et donc, il y a un équilibre à trouver entre les deux. Et à mon avis, il y a un espace qui est plus à l'usage des gens et au fond, un espace qu'on ménage pour en tout cas, qu'on souhaiterait pouvoir laisser plus à la nature. Oui, Je sais on pas comprend si- qu'en fait, c'est quand même un lieu qui doit allier pas mal d'équilibre, hein. On est depuis le début entre le vivant, l'apaisé, la biodiversité, mais en même temps des usages, de l'espace pour pouvoir justement avoir cette réversibilité et en même temps ne pas avoir quelque chose de trop triste, trop vide, vu qu'il y a quand même de la hauteur qu'il faut pouvoir habiller, tout ça. Donc, c'est un beau travail d'équilibriste pour un paysagiste. Il y a de la Euh, place pour tout le monde. il y a de la place pour tout le monde. Ouais, bah ça c'est chouette. Est-ce qu'on a encore fait le tour de tous les usages un petit peu? Est-ce que tout ce qui avait été un peu posé là autour de ce jardin, Sylvain? Alors, il y a un aspect dont on n'a pas trop parlé qui a, à mon avis, aussi un aspect important. On a beaucoup parlé du pied de la façade ouest. On a moins parlé de ce qui se passait côté est, donc là, au niveau des bâtiments existants, là où on a des immeubles qui donnent sur le jardin. Potentiellement, il y a un dialogue qui peut se mettre en place là. Donc, il faut pas l'oublier. Donc, on étudie aussi en parallèle un petit peu ce qui pourrait se passer dans ces rez-de-chaussée et qui pourrait être en dialogue avec le jardin, en complément, parce que ça passe aussi par là. Et donc, dans un premier temps, là, ce qu'on a figuré sur cette frange, c'est un peu une bande végétalisée qui figure un peu une mise à distance, parce que c'est un peu délicat de venir faire passer les gens juste au pied des fenêtres des habitants. Mais ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir des ouvertures, un dialogue entre les deux. La première chose, c'est que, par exemple, sur l'immeuble qui fait l'angle, on souhaiterait très fortement qu'il y ait une brasserie qui s'ouvre et qu'on puisse casser le mur et ouvrir la terrasse sur la petite placette. Donc ça nous paraît assez essentiel pour que cet espace vive, c'est de pouvoir ouvrir une terrasse sur cet espace-là. Mais donc ça c'est le plus évident. Mais je pense qu'il y a d'autres formes d'interaction qui peuvent se Qui mettre en seront peut-être place. à imaginer du coup. Voilà, et qui sont à construire, à imaginer. Et en tout cas, ce qui est très important, c'est qu'il faut que cette bande, le long des bâtiments, reste mutable et qu'on puisse la faire évoluer, la faire se transformer dans le temps, parce que ça, c'est pas nous qui allons le décider tout de suite. Il y a des choses qui vont se mettre en place tout de suite, mais ça peut très bien bouger dans 5 ans. D'accord, Il faut que c'est ça un puisse projet se faire. itératif. Il faut que ça puisse se faire à moindre coût et que les choses puissent évoluer. Alors, il y a deux réactions. Avant de redonner la parole du côté des élus, je vois alors John Paul, j'espère que je n'écorche pas, qui pose cette question. Je me permets de revenir sur l'espace d'affichage qu'on a mentionné. N'avez-vous pas peur que cela laisse place à des dérives, tags ou autres, ou au détriment d'un espace de verdure qui pourrait être optimisé à son maximum et que cela réverbère la chaleur? Alors, on parle bien du coup de ces armoires qu'on a imaginé stocker des usages et potentiellement des mobiliers ou des jeux qui puissent sortir et créer cette réversibilité sur l'espace, ou sur lequel on imaginait potentiellement faire des lieux d'affichage, mais la question est légitime. Quid des tags, des dégradations? Est-ce que, je ne sais pas si tu as une remarque spécifique là-dessus, Sylvain, et l'idée de perdre potentiellement ou de créer de la chaleur ou de perdre des espaces de verdure? Ta question a 10 points. Des espaces de verdure, je pense qu'on va en avoir plein. Ce qu'il faut, c'est plus, je pense, regrouper les choses et que là où on a un espace minéral, c'est là où on veut que les usages se situent. Donc à cet endroit-là, il faut qu'on puisse offrir les supports pour ça. Et ce linéaire un peu de rangement, d'armoire et de support d'usage ou d'exposition
Il sera peut-être à dimensionner, en fait. Il aussi. sera adimensionné, forcément. Il y aura Et il peut-être sera- aussi, pour aujourd'hui, c'est un linéaire, mais ça, peut-être, ça sera aussi à voir dans l'espace, Ouais. j'imagine. Ouais, tout à fait. Je me tourne vers les élus. Il y a peut-être une remarque aussi là-dessus. Je ne sais pas si vous souhaitiez réagir. Oui, donc j'ai 2 réactions. Donc sur le paroi et armoire, on ne sait pas trop encore comment la nommer, mais je tiens à rassurer, effectivement, aujourd'hui, c'est une proposition que l'on fait pour intégrer dans le programme cette dimension événementielle et comment créer un espace capable d'accueillir des événements ponctuels autour d'une projection, autour d'une exposition. Mais évidemment, les conditions seront travaillées, notamment avec le service animation et événementiel de la ville. Donc, effectivement, c'est une donnée importante de comment créer les conditions qui évitent des dégradations qui soient négatives pour le site. Donc ça, effectivement, on sera vigilant et il faudra qu'on intègre cette donnée-là dans la proposition. Et puis, le deuxième point, c'était sur les rez-de-chaussée et cette bande est, pardon, excusez-moi, Ici. dont on vient de parler. Donc, effectivement, bien intégré qu'il y a 2 niveaux de réflexion. Le niveau sur les rez-de-chaussée, donc qui se fait effectivement en lien avec une étude très, très technique, on va dire, sur l'état actuel des locaux, comment ils sont, dans quel état, quels sont leurs potentiels d'évolution. Et puis, un autre niveau d'intervention sur après, quel type d'activité est-ce qu'on positionne sur ces espaces-là, dans la logique de la continuité commerçante du centre-ville. Donc ça, c'est un point qu'on travaille avec le service commerce de la ville et qui, effectivement, fait l'objet de toutes nos attentes pour que, effectivement, très à court terme, dans des calendriers qui soient similaires à ceux de l'aménagement du jardin, on puisse avoir, en tout cas, une activité ou, dans un calendrier assez proche, une réactivité de ces locaux. Et puis après, il y a ce qui se passe dans les étages. Monsieur Berger, vous l'avez présenté dans des réunions ultérieures, mais on est dans un secteur d'opération d'amélioration de l'habitat, donc ce qui nous permet d'être effectivement acteurs également sur l'offre de logement, notamment dans les immeubles qui bordent là le jardin. Et ça rejoint effectivement ce que disait Sylvain, c'est des actions qui s'inscrivent dans un calendrier court, moyen, long terme. Merci, Louise. Pardon. Louise, en l'occurrence, de l'accompagnement des propriétaires pour la réhabilitation de leur logement, bien sûr, tout autour de ce grand secteur de Braille et de Blanqui. Merci pour cette précision. J'avais oublié une question de Monsieur Béraud, je m'en excuse. C'était sur la question de la projection du cinéma qui est effectivement beaucoup revenu. Je pense que ça faisait vraiment écho à l'histoire du lieu et du site. Et dans nos ateliers, plusieurs fois, il en a été fait mention. Est-ce que c'est une possibilité sur ces murs verticaux, ces pignons qui vont être végétalisés par ailleurs Sylvain, est-ce qu'il y a eu une réflexion sur cette question potentielle d'en faire un lieu de projection? Oui, ça rentre dans la réflexion, tout à fait. Je pense que ces murs doivent pouvoir être support à peu près tout ce qu'on veut, enfin, en tout cas, maximum de choses. Et donc, des végétaux, évidemment, mais pas que. Si on veut pouvoir faire des projections, il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir le faire. Ça amène l'histoire de la mémoire du cinéma, la mémoire de l'Éden. Ah oui, alors la mémoire de l'Éden, comment vous le traitez, vous? C'est un élément qui revenait souvent. Et alors, c'est pas si facile à traiter dans un jardin, mais on aimerait bien pouvoir le faire. En tout cas, on a eu la chance de pouvoir échanger avec l'entreprise qui est chargée de la démolition du bâtiment et de pouvoir envisager de récupérer des morceaux du bâtiment et des morceaux qui marquent un petit peu
l'histoire de ce cinéma. Alors, on ne va pas avoir grand-chose, donc on sera plutôt sur de l'évocation symbolique de la mémoire du lieu que sur vraiment quelque chose de très concret. Mais on a pu récupérer quelques porte-affiches, on a pu récupérer l'enseigne verticale qui donnait dans la rue. Donc ça, c'est très chouette parce qu'on a très envie de pouvoir la réutiliser. Et parce qu'elle marquait, jusqu'à il y a quelques mois, elle marquait encore le paysage de la rue. Donc ça, et puis donc l'entreprise va nous mettre de côté des morceaux choisis des pierres qui constituent l'édifice. Et on aimerait bien pouvoir réutiliser ces pierres-là dans le jardin. Donc, on a imaginé 2 formes de réutilisation. Dans le sol, en incrustation, on peut faire des mosaïques. Si on a un sol en pierre naturelle, on peut très bien imaginer pouvoir faire incruster des anciennes pierres du bâtiment dans le sol et puis pouvoir l'expliquer à un endroit qu'on marche sur l'ancien cinéma. Et puis pour des éléments qui sont suffisamment gros, on peut aussi s'en servir pour fabriquer du mobilier. Donc là, ça serait plutôt dans la partie un peu plus au fond du jardin où on a envie de faire des lieux de repos. On peut fabriquer des banquettes, des tabourets, des tables de pique-nique avec les pierres de l'Éden. Très bien, bah, en fait, il y a une belle continuité quand même. Ça fait pas mal de réutilisation là. Vous êtes bien emparé de la question finalement. Vous avez trouvé des idées. Oui, c'est motivant, ouais, c'est sûr. Bon, bah super. Donc, ça a été entendu. Nos participants pourront entendre qu'il y a vraiment ce souci du lien dans les activités et aussi dans certains symboles de l'Éden. Est-ce qu'il y a d'autres usages, du coup, à repréciser? On a fait le tour de ton cercle, Sylvain, autour de ce... Le cinquième, il dépasse un petit peu mon champ. Ah oui, c'était la question des ambiances et de l'animation, c'est ça? C'est ça, c'est comment tout ça se prolonge dans le tissu social, dans l'animation et comment les gens s'emparent de ce lieu. Nous, on est là que pour un temps très, très court. Hein. On fait le projet, on fait les travaux et après, nous, on ne sera plus là. Donc, ce qu'on va livrer, il faut que ça soit pris en charge ensuite par des gens motivés qui investissent le lieu et qui s'organisent pour la continuité, pour faire vivre. Et ça, donc, c'est... Moi, j'ai l'impression qu'on en a déjà trouvé quelques-uns, des gens motivés dans nos ateliers, donc j'espère qu'ils seront là pour la suite. Mais je donne la parole aux éducs qui ont envie de réagir du coup. Pardon, c'est encore moi. C'était par rapport à effectivement la suite finalement. Ça permet de faire la transition sur la suite des usages et la continuité du travail que pourra donner lieu ces temps d'échange à venir. Donc sur l'animation, comme vient de le dire Sylvain, ça paraît important de poursuivre nos échanges puisque peut-être d'autres envies vont venir, d'autres initiatives qu'il va falloir accompagner et travailler. Effectivement, il y avait, M. Berger faisait remarquer le travail sur éventuellement du mobilier ou quelque chose de sonore dans l'espace. Enfin, on a encore des pistes également à suivre encore. Et puis, poursuivre le travail effectivement sur comment progressivement ce jardin va prendre vie dans vos vies, en fait, dans votre quotidien. Et ça, si vous avez d'autres questions, on peut évidemment vous y répondre là maintenant, mais c'est un sujet qui va nous occuper de maintenant au démarrage des travaux, voire même encore jusqu'à la livraison.
Oui, bah, je pense que nous, c'est aussi ce qui nous anime du côté de, enfin là je parle de la formidable Armada, mais c'est vrai que pour nous, ce qu'on a trouvé passionnant quand on allait dans ce quartier et dans les échanges qu'on a eus, c'était à la fois la richesse euh, et, euh, et je veux dire des conversations qui ont eu lieu durant ces ateliers, et puis sur le côté un petit peu diversifié des gens autour de la table. On avait des jeunes associations, on avait des habitants, on avait des syndics, on avait des commerçants, et je veux dire, cette richesse-là, on a envie de la continuer pour continuer ce dialogue-là de façon plus spécifique sur ces enjeux-là, qui pour nous vont effectivement permettre de préciser peut-être, et j'en viens peut-être à la question de John Paul sur comment on évite les mésusages. Comment on évite la dégradation, et ça c'est par le vivant, par l'incarnation dans l'espace, par des gens qui se croisent, qui se connaissent, qui ont un œil, des lieux un peu laissés, peu investis, forcément ça facilite, ouais, je veux dire, c'est pas comment dire, une vérité ultime ce que je vous dis là, mais ça quand même facilite grandement à une préservation des espaces qu'une bonne appropriation par l'ensemble des habitants. Et plus on prévoira, je pense, ensemble je veux dire, cette animation, plus je pense on ira au-devant de ces déconvenus-là, même si voilà, on n'est pas à l'abri d'un mauvais geste. Est-ce que du coup vous avez encore des questions? Est-ce que c'était une nouvelle main levée, les élus, ou c'était la même main? C'était la même. C'était la même, c'est moi, je vais la baisser alors. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi tous les gens qui ont été à la fois sérieux, qui nous ont écoutés avec attention? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui restent en suspens qu'on n'aurait pas encore abordées, que vous souhaitiez porter à connaissance? Ça peut être tout sujet, hein. On a un peu peut-être abordé les grandes lignes là du projet paysager. Est-ce qu'il y a des questions encore venant de ceux qui nous écoutent? Je vous laisse 2 secondes pour écrire si vous voulez, ou sinon ouvrez le micro. Monsieur Jeudi, c'est ça? Oui, Oui. Allez-y, monsieur Jeudi, si vous voulez dire quelque chose. c'est madame. Ah, c'est madame, pardon. Pourquoi déjà il y a 2 entrées du côté de la rue Louis Braille? Enfin, pourquoi pas d'ailleurs. Mais celle qui est il y a celle de l'Éden. L'autre, ce serait de quel endroit, enfin, de quel passage? Alors, qui veut répondre? Sylvain, est-ce que tu peux préciser peut-être la question de ces entrées? Pourquoi comme... Oui, tout à fait. Donc, effectivement, on a 2 possibilités. On a gardé les 2. Je pense qu'un espace comme ça, il faut qu'il soit au maximum irrigué. Donc, plus on a d'accès, je pense, mieux c'est. Et il ne faut vraiment pas qu'il soit vécu comme un cul-de-sac. Donc, je pense qu'il ne faut pas se priver d'aménager les accès, tous les accès dont on dispose. Et on peut donner un statut un petit peu différent à ces 2 accès d'ailleurs. Je pense que l'ancienne entrée du cinéma côté rue Louis Braille, c'est vraiment c'est le 2e accès principal. On a 3 ouvertures qui donnent dans la rue, donc on peut réouvrir, donner de la transparence. Et l'autre accès, c'est un porche qui existe aujourd'hui au niveau du 21 rue Louis Braille et qui donne sur le fond du jardin. Donc celui-là, effectivement, donc il est peut-être un petit peu plus confidentiel, mais il permet vraiment à ce que le fond de jardin ne soit pas un cul-de-sac, ne soit pas une enclave, et je trouve que c'est important. Et on peut imaginer un fonctionnement un petit peu particulier de ce passage-là en lien avec le compost ici qu'on a envisagé de mettre à côté du jardin partagé. Et donc, qu'on ait ici peut-être un lien avec la rue qui soit un peu plus en lien avec ce jardin partagé. Et voilà. D'accord. Donc, en fait, plus il y a de flux, plus c'est sécurisé et moins c'est cul-de-sac. Mais après, on est d'accord, c'est la question du travail de ces entrées pour que ça ne donne pas, comme on disait, je ne sais plus qui disait ça, c'est M. Tari ou M. Béraud, je ne me souviens plus, mais qui disait que c'était important du coup que ça ne se fasse pas
recoin pour mes usages. Je vois que les élus ont relevé la main, ou Louise, parce qu'il y a les élus et Louise. Qui veut réagir? Pardon, je reprends la parole. C'est Louise. Effectivement, il y a quelques questions aussi sur les services techniques quant à cette entrée, celle du Porsche qui nous ont été remontées là, cet après-midi. Donc la deuxième entrée côté Louis Braille, celle qui est plus au nord, donc celle vraiment du Porsche en lien avec le 21. Donc il va falloir certainement qu'on se penche sur l'intégration de ces entrées dans le projet global. La réponse qui est faite ici est peut-être pas la réponse définitive. Il faut ça d'ailleurs pour l'ensemble des sujets abordés. C'est vraiment une première synthèse qui vous est proposée. Il faut certainement qu'on creuse encore beaucoup d'éléments pour avoir une version plus aboutie, qui n'enlève rien à la qualité du travail fait, Sylvain. Merci, Louise. Merci Louise. J'ai une question de l'association Une idée du partage. Point multigénérationnel et multiculturel. L'occupation du lieu par les habitants est la solution. Il faut laisser les gens s'approprier cet espace. Il faudra des personnes ressources. La préservation des lieux se fera si on s'implique. Les écoles, École des Frères Chappe, experts en street art, le centre social de l'Amicale du Credrock, etc. Est-ce que quelqu'un de l'association Une idée du partage veut nous expliciter un peu ce propos? On le comprend, mais peut-être en parler de vive voix. Bonsoir. Bonsoir, merci à vous. Alors nous, on est une toute jeune asso qui réside sur le Credrock. Et on est une association qui regroupe à peu près 25 infirmières et soignantes. Voilà. Et en fin de compte, notre but, comme à l'hôpital, c'est de s'adapter aux besoins des gens, savoir les écouter, les observer, et puis et non pas penser à leur place et ne pas prendre des devants de choses qui ne leur seront pas utiles. Et c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire dans l'exercice de nos professions. À ce jour, je ne suis pas stéphanois d'origine. On a fait un jeu de piste sur Saint-Étienne et c'est une ville qui regorge de 1001 secrets. Et passer devant les travaux tous les jours, c'est un réjouissement parce qu'on se dit que ce sera vraiment un lieu extra. Et on a appris, nous, dans notre quartier, donc nous, on est vers l'école des Frères Chappe, on avait des problèmes de deal, par exemple. Et il y a eu énormément de choses qui ont été mises en place. Ils sont partis. Ils ne reviendront plus. Maintenant, il y a la caméra. Ils ont rasé le parc. Ils ont refait le parc pour leurs enfants de l'école, ce qui fait que les enfants ont pu se réapproprier de nouveau le parc. Ils ont rasé tout ce qui était buissons. Même les habitants s'y sont mis. Ils ont mis des plots enfin, pour les empêcher de s'asseoir, des choses comme ça. Et un des papas de l'école disait, si on veut que ça soit propre, il faut qu'on occupe l'espace. Et l'occupation des espaces, c'est quelque chose qui marche bien. Et nous, on vient sur le plan multigénérationnel parce qu'on pense que c'est capital. C'est un lien purement stéphanois aussi, avec un grand lien associatif. Et les enfants et les anciens, les seniors, ça marche vraiment très bien. Et c'est les gens qui vont savoir s'occuper en fin de compte du lieu. Nous, notre exercice, notre fonction, c'est d'amener les gens à rencontrer d'autres gens, à créer du lien et puis partir et ramener de nouveaux publics. C'est pour ça qu'en ce lieu, on voit quelque chose de vraiment intéressant. Et aussi, quand on voit toutes les explications que vous nous donnez, on a tous quelque chose, on fait tous notre métier, mais on n'est pas censé toujours savoir ce que disent les autres. Et impliquer la population un petit peu dans la végétation et tout ça, ça serait quelque chose d'intéressant également. L'Amicale du Credrock, via M. Vasselon, a créé le jardin dans l'Amicale. Et c'est superbe parce qu'en fin de compte, les enfants peuvent en profiter, mais il y a également des seniors qui y vont. Et comme j'ai dit tout à l'heure, les jardins, pourquoi pour nous c'est quelque chose d'important? Parce que c'est un… Oui? Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a ouvert son micro, juste, c'est pas grave. Allez, finissez votre témoignage. Voilà. Je passerai la main à M. Dallara d'abord. Voilà. Allez-y. Pour nous, les espaces verts, c'est un endroit où il fait frais, ça emmène de la fraîcheur.
Et cette fraîcheur, elle est recherchée parce qu'il faut savoir que les seniors, on le sait parce qu'on les visite hein, en tant qu'infirmier, on va chez eux l'été. Et en fin de compte, ils vivent dans le noir parce qu'il fait tellement chaud qu'ils appliquent ce qu'on leur dit à la télé, c'est-à-dire de fermer les volets. Et donc, ils ferment leurs volets. Et ben oui, mais alors, passer 60 jours dans le noir, alors, j'exagère un petit peu, mais… On leur souhaite un peu plus de lumière. Ils sont seuls. Et puis, en plein mois d'août, vous n'avez plus personne dans les rues. Et en fin de compte, ils sont seuls. Et c'est vrai que cette végétation, ça emmène de la fraîcheur. Et ça ramène peut-être quelque chose de tout à fait naturel et qui est dans la conscience collective, je pense. Merci de m'avoir écouté. Merci à vous pour votre travail. Ça a l'air d'être très chouette ce que vous avez pu mettre en place. Et on est content de vous avoir autour de la table pour avoir cette discussion. Monsieur Dallara, vous vouliez du coup réagir à ce que vous avez peut-être entendu? Oui, complètement. Je veux réagir à ce qu'a dit Monsieur Delhommel, hein, qu'on se connaît, hein, on se croise régulièrement sur le quartier. Et vous avez complètement raison. C'est ce que Jean-Pierre Berger dit continuellement, et il ne me démentira pas, sur Cœur d'Histoire. C'est ce qu'on est en train de construire avec vous. Nous, puissance publique, on est là pour mettre en place des espaces publics de qualité, plus beaux, qui donnent envie. Là, cette municipalité et la précédente, sous le précédent mandat, l'idée, c'est de le faire en concertation et de le faire avec vous. Mais après, ces espaces, pour qu'ils soient vraiment ce qu'on préfigure, c'est à vous, c'est aux habitants, c'est aux associations de vous, entre guillemets, vous en emparer, de vous les approprier, d'occuper le terrain, et plus le terrain sera occupé par les habitants, plus ceux qui veulent dévier ces usages partiront ailleurs et s'éloigneront et laisseront vivre les autres en paix. C'est fondamental ce qu'on est en train de faire là, ce qu'on fait dans la conception, mais ce qui se passera aussi après, comment on l'animera, et ça, il faudra vraiment qu'on le fasse ensemble, parce que ça ne peut se faire que comme ça. Nous, on vous mettra les espaces à disposition, à vous de vous les approprier. Et c'est complètement ça. Merci beaucoup pour ce retour. Monsieur Tari, vous vouliez réagir? Oui, par rapport à tout ça, est-ce que la mairie a la possibilité ou a déjà peut-être une liste des personnes âgées qui habitent dans le secteur, enfin qui pourraient venir, parce que le Crédroc, effectivement, ça peut être loin, mais il y a l'ascenseur, parce que effectivement, la nature a horreur du vide. Si on laisse la place, et d'entrée de jeu, il faudra s'imposer, c'est le cas de le dire, malheureusement, ça se passe comme ça. C'est pas une guerre de territoire, mais presque, hein, parce que moi, je vois comment ça se passe sur le jardin des Beaux-Arts et autres. Hein. Donc, est-ce que la mairie a la possibilité d'avoir la liste des personnes âgées et ensuite les contacter d'une manière ou d'une autre et leur faire savoir qu'il y a ce lieu existe, parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui ne le sauront pas, comme souvent, c'est à côté de chez eux, ils ne le savent pas. Ça rebondit sur ce que disait le monsieur de l'association tout à l'heure, ce qu'a dit Charles, c'est très important et il faudra aller un peu au-devant d'eux, parce que, enfin bon, le projet, il démarre à peine, en fait. Hein. Mais, parce que les anciens, je pense que ça devrait leur plaire, ça, oui. Surtout avec la notion de fraîcheur été, parce que vivre dans le noir, c'est très réjouissant, quoi. Voilà. Merci pour votre réaction. Je vois qu'on relève la main de l'association. Allez-y, allez-y, réagissez vu que vous étiez adressé. Alors, pour savoir les seniors sur ce quartier, on a mis en place un réseau avec les pharmacies, les infirmières à domicile, les commerçants et bientôt les médecins. Grâce à ça, on a pu on n'aime pas les chiffres, mais on est obligé en tant que soignant aujourd'hui de les sortir. On a pu rendre visite à beaucoup de seniors et en fin de compte, on s'est rendu compte que, par exemple, le commerçant de proximité, c'était une des personnes que les seniors voyaient tous les jours. Et de temps en temps, on glisse avec les commerçants, avec Sucré Salé et d'autres, des discussions où on invite le senior à venir à participer. Là, c'est plutôt timide, mais ça se fait. Par contre, tout ce qui concerne, dès qu'on touche à la pharmacie, dès qu'on touche à l'infirmière à domicile ou au médecin, dans ces cas-là, on a beaucoup de monde. Et on a rencontré beaucoup de seniors à travers ce réseau, qui certes n'est pas accessible à tous, parce que s'ils nous les confient, c'est le secret professionnel, il faut être honnête. Et nous, en fin de compte, on leur rend visite, mais on ne s'impose pas. Voilà. C'est comme ça qu'on a pu voir comment ils vivaient et dans quoi ils vivaient. Voilà. Donc, sur le point de vue senior, sur le quartier, je peux vous dire qu'il y a du monde.
Bon, bah, écoutez, il y a des gens avec qui co-construire, et ça, c'est enthousiasmant. Il reste 5 petites minutes avant la fin de cette réunion. Je ne sais pas s'il y a encore des réactions du côté de ceux qui nous ont écoutés avec attention, ou si peut-être je laisse la conclusion aux élus. Réagissez du côté des élus, du coup. Si je me réfère au premier atelier qu'on a eu à la maison du projet, je me souviens à une table, il a beaucoup été question de pédagogie, ce fameux fond du jardin, là, qui serait un peu un espace de nature et où on pourrait faire de la pédagogie. Et il avait été beaucoup question d'activités pédagogiques avec les enfants des écoles. Et en termes d'occupation de l'espace, c'est vrai que là, c'est intéressant parce que tout ce qui est périscolaire pourrait très bien, en grande partie, se faire ici au niveau pédagogique, hein. Donc, je pense que c'est aussi un élément qu'il faudra qu'on prenne en compte. Merci pour cette précision, Monsieur Berger. Est-ce qu'il y a d'autres réactions encore autour de la table virtuelle ou Non, on a fait le point de vos grandes questions pour l'instant. Bon, très bien. Moi, je voulais surtout remercier tout le monde, chacun, parce que je sais que ce n'est pas très intéressant d'être en visioconférence. Par contre, merci de votre assiduité, parce que ce n'était pas facile. Merci de votre participation. Je rappelle simplement la prochaine échéance, c'est la restitution. Tout ce qu'on vient de dire maintenant, tout ce qu'on s'est dit pendant ces 2 mois, ça sera restitué par monsieur le maire le 14 mars, et cette fois-ci dans une grande réunion publique avec les habitants de tout le quartier ou plus loin s'ils le souhaitent. Voilà. Donc, ça sera vraiment une restitution de tout ce qu'on s'est dit ici, avec après, ça sera de la façon dont il voudra que ça se passe. Voilà. Mais ça sera vraiment à l'usage de tous les gens du quartier et de tous les habitants. Et après, après ce 14 mars, on reprendra certainement des séances, en tout cas, de travail en plus petit comité, de la même façon, où on pourra avancer de façon dans la plus grande proximité et communication qu'on a instaurée depuis maintenant fin novembre. Ben oui, Louise, après, on va rentrer dans le dur, hein. C'est-à-dire on sera tout à fait dans le concret et chaque décision qu'on prendra ensemble, eh ben, on l'appliquera tout de suite, hein. Donc, il y a encore 2, 3 ateliers sûrement, probablement peut-être un peu thématiques qui nous attendent de façon à pouvoir bien finaliser notre projet. Très bien, merci à vous pour ce mot de la fin. Merci donc à tous d'avoir participé à cet atelier, à cette visio. Merci à Sylvain Jacquemet d'avoir joué le jeu des questions et des réponses, parce que c'est toujours, voilà, ça peut aller dans tous les sens, et merci du coup, il n'a pas démérité. Et je vous souhaite du coup à tous une très bonne soirée, et j'espère qu'on se retrouvera très vite du coup le 14 mars. Vous êtes invités, hein, je crois que vous l'avez compris, à participer à ce temps d'échange et de restitution avec le maire cette fois-ci. Et sinon, pour les ateliers un peu plus tard dans le printemps, pour continuer ces conversations passionnantes. Merci à vous tous. Bonne soirée. Merci. Merci, bonne soirée. Merci. 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 Merci à vous.